Bonsoir à tous. Bonsoir Yvan. Bonsoir, bonsoir Philippe. Vous êtes vraiment très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire, donc ça fait plaisir. Je crois qu'on va avoir plein de choses à partager, à échanger, plein de discussions. On va donc attendre encore allez, 1 minute pour attendre que tout le monde arrive. D'ici Ouais. là, dans le chat, n'hésitez pas à mettre si tout est OK pour vous, pour la technique, le son, l'image, tout ça. Mettez un OK, pouce en l'air, etc. Et puis, on va pouvoir démarrer. Donc, on est le mercredi 24 mai. Ça a l'air d'aller. Ok, c'est bon. Super. Eh bien, écoute, allons-y. Donc, ce soir, on va parler du diaphragme, qui est quelque chose qui est vraiment très important au-delà même de la respiration. On va rester sur un certain nombre de considérations anatomiques, physiologiques et sur la posture, enfin tout ce que ça implique dans le phénomène de respiration. Et on va démarrer donc par le diaporama donc, de Yvan. Ce que je vous propose, c'est de garder, il y aura bien sûr une session questions-réponses après, de garder vos questions dans le chat pour la fin. Sinon, éventuellement, j'y répondrai au fil de l'eau, quoi, au fil de la discussion et de la présentation. Voilà. Ah, parfait. Oui, donc je peux passer. Ok. Ouais. Donc, comme vous l'a dit Philippe, on va démarrer sur cette présentation autour des différentes facettes du diaphragme. Donc, évidemment, par le prisme de la respiration, mais vous allez voir qu'on peut aller bien au-delà de ça. On nous demande de nous présenter. Alors, Philippe peut-être commence et je me présente juste après. Donc moi, je suis neurochirurgien. Je m'intéresse également donc aux neurosciences, le côté théorique finalement de ma spécialité médicale et chirurgicale depuis plusieurs années, un peu dans toutes les thématiques qui sont abordées par les neurosciences. J'ai une vision sur la chirurgie de la colonne vertébrale, la prise en charge du mal de dos, qui est assez transversale puisque ça va effectivement donc des techniques chirurgicales jusqu'à l'hypnose dans la gestion de la douleur, et puis un certain nombre de paramètres psychocorporels, dont la respiration. Et j'ai suivi et je suis toujours dans le cursus de formation moniteur et instructeur dans la méthode Reboot qui a été développée par Yvan. Voilà un petit peu pour me présenter. Et moi, donc Yvan Cam, j'ai un doctorat en biologie. Je m'intéresse à la respiration depuis une petite dizaine d'années par différents prismes. Un prisme très biologique, métabolique, etc. Et un prisme beaucoup plus corporel via notamment la pratique des arts martiaux et du mouvement en général. Et donc c'est vraiment cette réunion des deux mondes qui m'a fait développer donc toute cette méthode Reboot autour de la respiration, où l'objectif en fait c'est de restructurer les gens à partir de leur respiration, que ce soit au niveau mécanique, physiologique, mais aussi psychocorporel. Voilà, donc je propose qu'on démarre. Donc pourquoi une présentation sur le diaphragme? Comme je le disais, nous on s'intéresse à la respiration. Et évidemment, le diaphragme, c'est le muscle central de la respiration. Donc c'est de base légitime de faire une présentation autour de ce muscle-là. Néanmoins, ce serait vraiment le réduire à pas grand-chose, parce qu'en fait, le diaphragme, c'est beaucoup plus que ça. C'est un élément qui est vraiment clé, que ce soit au niveau du bien-être, de la performance et aussi de la santé. Et dans la méthode Reboot, c'est vraiment un outil de base qui va permettre de structurer l'ensemble de la personne. Donc, c'est pour un petit peu ouvrir la compréhension des différents rôles du diaphragme qu'il nous a semblé intéressant de faire cette présentation. Et par cette présentation-là, montrer pourquoi le travail respiratoire est aussi intéressant sur tellement d'aspects différents. Hop. Alors, quand on parle de diaphragme,
globalement, le GIF n'est pas animé. Bon, c'est un GIF normalement, donc c'est un machin qui fait ça, l'image. C'est globalement cette image-là, avec un muscle qui descend et qui monte et qui fait rentrer de l'air dans les poumons quand il descend, donc c'est l'inspiration, et quand il se relâche, il remonte et il fait sortir l'air. Et globalement, la connaissance et l'intérêt du grand public sur le diaphragme, c'est à peu près ça. Ceux qui poussent un peu, ils savent qu'il y a quand même quelque chose d'assez notable avec le diaphragme, c'est que c'est un muscle qui a à la fois un contrôle volontaire et un contrôle autonome. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la neuro et de la régulation nerveuse du muscle, puisque Philippe fera ça dans le prochain séminaire. Donc, quand on regarde en fait ce que la plupart des gens savent du diaphragme, finalement, c'est pas super intéressant, c'est assez basique, et on a l'impression que c'est quelque chose qui est en toile de fond et que ça marche bien, donc on n'a pas vraiment intérêt à aller plus loin. Le truc, c'est que c'est pas vraiment le cas. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et pour ça, il faut commencer à parler de l'anatomie, et comme ça, on va pouvoir, à partir de là, dérouler. Donc, le diaphragme, il est souvent représenté comme l'image de gauche, c'est-à-dire, donc c'est une coupole, c'est un muscle, c'est une coupole qui prend la cage thoracique et qui fait une séparation entre la cavité thoracique et la cavité abdominale. Cette représentation, elle est un petit peu traître parce que on a l'impression en fait que c'est que du muscle. Or, ce qui fait la caractéristique du diaphragme, c'est qu'en fait, oui, c'est un muscle, mais avec des parties fibreuses qui sont assez importantes, puisque outre la partie tendon qui permet l'insertion donc, du diaphragme sur les côtes et sur les différentes structures anatomiques dont on va parler juste après, il y a surtout cette partie fibreuse centrale que vous pouvez voir sur le schéma de droite et qui donne en fait ses propriétés de descente à la contraction. On reviendra sur ce sujet-là. Donc, comment est inséré le diaphragme ? Il est inséré, en fait, c'est qu'on peut le considérer comme 3 corps musculaires différents, mais le premier, il part du processus xiphoïde, donc en bas du sternum. Le deuxième, c'est ce qui va s'insérer au niveau des 6 dernières côtes, et le troisième, troisième point d'insertion, c'est les L1, L2, L3, ça peut aller jusqu'à L4 parfois, avec notamment une espèce de fusion avec les ligaments arqués et les crurats, donc qui lui donne une forme de continuité avec les structures musculaires qu'on va avoir au niveau de tout le caisson finalement abdominal. On va revenir là-dessus. Ce qu'il y a de notable aussi avec le diaphragme, donc ça c'est on va dire la partie purement mécanique, mais il y a une partie qui va être assez particulière puisque c'est un muscle qui va laisser passer au travers de 3 orifices différentes structures anatomiques qui ont une importance assez majeure puisque on a un de ces orifices qui va laisser passer la veine cave et le nerf phrénique, un autre orifice qui va laisser passer l'œsophage et une partie du nerf vague, et une autre partie qui va laisser passer aorte et veine azygos. Donc, à cause de ces orifices, on se rend tout de suite compte qu'on va avoir au niveau du diaphragme une influence certainement sur ces différentes structures anatomiques. Et donc, si on regarde un petit peu ce qui passe là-dedans, on a l'œsophage, on a la veine cave, on a des nerfs assez importants. Et donc, le diaphragme va avoir une influence sur ces différentes structures de par, en fait, son anatomie et son organisation. Comme je disais avant, il a aussi donc cette fonction de séparation entre la cavité thoracique et la cavité abdominale. Et au niveau de cette cavité abdominale, il y a une particularité, c'est qu'en fait, il fait un véritable caisson avec de l'autre côté le plancher pelvien, en avant et sur les côtés le transverse et les grands droits, et en arrière les psoas et les carrés des lombes. Et en fait, ce caisson, vous allez le voir un peu plus tard aussi, il travaille de façon complètement synchrone,
Et dans la pratique de la respiration et dans ce qu'on essaie de mettre en place, on a vraiment à cœur de maintenir cette intégrité et de ne pas aller spécifiquement travailler, on va dire, une des faces de ce caisson pour ne pas prendre le risque en fait de tout déséquilibrer, parce que ce caisson a une importance majeure pour toute la, on va dire, la biomécanique corporelle. Alors, en termes de mobilité, le diaphragme, c'est un muscle qui est assez étonnant. Donc, comme je le disais, il y a cette partie, il y a le corps musculaire en fait, mais ce corps musculaire, il est pris entre les tendons qui servent à insérer donc le muscle sur les structures osseuses, mais surtout un centre tendineux, d'accord, donc comme vous pouvez voir sur le schéma de gauche, qui va en fait être tracté vers le bas. Si vous pensez un petit peu à comment le diaphragme fonctionnerait si c'était simplement un muscle, comme on peut voir sur la représentation de droite, et c'est une représentation qu'on voit assez souvent, en fait, il n'y a aucune raison que le diaphragme descende en se contractant. Si ce n'était que du muscle, s'il se contractait, on aurait plutôt les côtes qui rentreraient comme ça, plutôt que descendre. Ce qui fait que ça descend, c'est qu'en fait, il y a cette partie tendineuse ou centrale, où en fait les tendons périphériques vont servir de point de fixation. Le corps musculaire va se contracter, ce qui va entraîner la partie tendineuse vers le bas. Et ensuite, cette partie tendineuse pourra elle-même servir de point de fixation pour tirer cette fois sur toutes les côtes. Et les côtes ayant un aspect torsadé, c'est en fait cette traction sur les côtes qui va faire un mouvement d'ouverture et qui va ouvrir en fait le bas de la cage thoracique quand vous inspirez. Donc voilà un petit peu pour la mobilité du diaphragme qui est assez particulière. Donc l'effet du diaphragme, c'est de se projeter vers le bas à la contraction, donc à l'inspiration, et en se projetant vers le bas, en se projetant vers le bas, il va créer une dépression au niveau des poumons, ce qui va permettre à l'air de rentrer, l'inspiration. Et en même temps qu'il se projette vers le bas, il va venir comprimer la cavité abdominale, ce qui va entraîner aussi une expansion de l'ensemble de l'abdomen. Donc ça, c'est quand il est contracté. Quand vous allez relâcher le diaphragme, donc de façon passive, il se relâche, donc il remonte à sa place. Ça va venir en fait expulser sous la pression de l'abdomen l'air qu'il y a dans les poumons. Donc vous avez une expiration qui va être globalement passive. Et ça va en fait remettre la cavité abdominale dans sa position initiale. Donc il y a deux choses à retenir là-dedans. Certes, il y a le côté fonction de base qui est de faire rentrer l'air dans les poumons pour mettre en place la ventilation, mais il y a aussi un effet sur toute la masse viscérale, et ça va avoir des conséquences aussi. Toujours sur l'anatomie, on va voir quelles sont les structures qui sont en lien direct avec le diaphragme. Donc on a vu qu'il y avait des structures qui passaient à l'intérieur, mais vous allez voir qu'aussi au niveau des insertions, le diaphragme est dans une position qui n'est pas anodine. Le diaphragme va par exemple avoir un lien direct avec les psoas via le ligament archémédian, avec le carré des lombes, toujours avec le même ligament. Il va aussi être pris dans le fascia endothoracique. Donc en fait, ça c'est un fascia qui est vraiment en profondeur au niveau du thorax et qui va entourer le diaphragme et le stabiliser. C'est une extension du fascia transversalis qui, lui, recouvre toute la cavité de l'abdomen et qui est sur la face inférieure du diaphragme. Donc, en fait, ça crée un lien direct avec l'abdomen. Il est évidemment connecté au fascia péricardique. Donc, fascia péricardique, c'est ce qui maintient le cœur en place. Mais avec la connexion du diaphragme à ce fascia, on va avoir un effet du diaphragme sur ce fascia-là. Et également, au niveau du fascia, il est connecté au niveau du fascia phrénique qui, lui, le sépare du foie.
Donc, de la même manière qu'il va y avoir un effet sur le péricarde, il va aussi y avoir un effet sur le foie. Donc, simplement, de par son positionnement, on voit déjà qu'il influence à peu près l'ensemble des organes, qu'il influence. On ne va pas aller jusque-là pour l'instant, mais en tout cas qu'il a une connexion mécanique directe avec l'ensemble des organes abdominaux, mais aussi thoraciques. Et en plus de ça, on a donc le nerf phrénique et la veine cave qui passe, et l'œsophage qui passe aussi dans le diaphragme. Donc on voit qu'en fait, de par sa position, il ne peut pas avoir un rôle anodin, dans la mesure où chacun de ses mouvements, et il bouge littéralement tout le temps, va avoir un impact mécanique sur toutes ces structures. Et c'est pour ça que la dernière connexion dont on peut parler, même si c'est un petit peu un abus de langage, c'est une forme de connexion par mouvement projeté, c'est-à-dire que chaque contraction, relâchement du diaphragme va créer par un jeu de tension sur l'ensemble de ces fascias des tractions et des relâchements sur l'ensemble globalement du buste, mais même plus loin que ça. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire quand on a vu l'anatomie des rôles moins connus du diaphragme quand on enlève la respiration? En fait, on a tout un tas de rôles qui vont avoir plusieurs, on va dire, familles différentes. Déjà, on va avoir tout ce qui est lié à la posture. Donc, comme je le disais, le diaphragme, via l'espèce de caisson abdominal qu'il forme avec le plancher pelvien et tous les muscles de l'abdomen, va avoir un énorme rôle de stabilisation du tronc. D'accord ? Avec cette structure rigide, en tout cas avec la pression qu'il met au niveau entre le bassin et la cage thoracique, il va stabiliser tout le tronc. Cette stabilisation, elle va avoir un rôle dans l'équilibre et dans le gait control, donc en fait le contrôle de la marche. Donc ça, c'est au niveau vraiment postural. C'est aussi, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est moins connu du grand public, un muscle qui va favoriser le retour veineux. Donc si vous demandez aux gens le retour veineux, comment ça se passe, ils vont vous répondre globalement que c'est par la marche. Mais en fait, le diaphragme, par son rôle de pression de la masse viscérale et de relâchement, va tirer le sang veineux vers le cœur. Dans le même ordre d'idées, si il a un rôle dans le retour veineux, il a aussi un rôle dans le retour lymphatique. Et ça, c'est super important parce que la bonne circulation de la lymphe, on sait que ça a un rôle dans l'immunité. Donc ça, c'est en traction, donc en faisant avec son mouvement de relâchement et de pompe, il fait remonter ces liquides vers le cœur et vers le haut du corps. Mais il a aussi un rôle en compression, puisque chaque fois que vous allez inspirer, vous allez donc comprimer la masse viscérale, et donc le diaphragme va participer au mouvement du bol alimentaire pendant la digestion. C'est aussi le responsable du hoquet. C'est aussi un muscle qui va participer pour l'accouchement, la miction et le vomissement. Et c'est aussi un muscle qui va participer à l'effort type soulevé de poids. Donc vous voyez que réduire le diaphragme à simplement je respire, c'est vraiment pas lui rendre hommage, et c'est surtout passer à côté de tout un tas de problématiques qui peuvent être liées à un fonctionnement anormal de ce diaphragme. Hop. Donc comment nous, on a ajouté dans la méthode Reboot l'utilisation du diaphragme? En fait, le diaphragme, on va l'utiliser à la base pour mettre en place ce qu'on appelle la respiration naturelle. Donc c'est une respiration, on va dire physiologique, relâchée, qui va permettre de correctement engager les différentes parties du corps pour respirer correctement. On va l'utiliser énormément dans le contrôle du mouvement et de la marche, puisqu'en fait, en focalisant le travail sur le diaphragme, on va largement optimiser la manière dont on bouge, dont on utilise les forces et dont on se déplace.
On va, dans le même esprit, l'utiliser pour contrôler notre posture. On va énormément l'utiliser aussi dans le cas de la génération de force, puisqu'en fait, quand on utilise le diaphragme, qui est vraiment un muscle puissant, on va pouvoir en fait soulager les bras, les jambes et pouvoir en fait générer plus de force. On va l'utiliser dans l'amélioration des performances, notamment par son entraînement et la problématique du métaboréflexe qui est assez peu abordée chez les sportifs. Et on va aussi beaucoup l'utiliser sur notre approche émotionnelle. Je donnerai un exemple avec la tristesse, mais le diaphragme est impliqué dans notre approche somatique des émotions sur l'ensemble des émotions auxquelles on s'intéresse. Donc parlons maintenant du diaphragme bloqué et pourquoi ça pose un problème. Donc vous voyez bien que quand on voit tous les rôles que le diaphragme a, ben, s'il marche mal, ça va poser un souci. Donc déjà, je veux définir quand les gens parlent de diaphragme bloqué. En fait, un diaphragme, chez un individu sain, il se bloque pas. D'accord ? Il peut se bloquer, mais c'est toujours lié à des pathologies qui sont plus évidentes que le diaphragme bloqué et qui sont relativement lourdes. Néanmoins, il y a 2 cas où le diaphragme peut se retrouver bloqué et qui vont un petit peu passer sous les radars. C'est en cas d'un choc mécanique et d'un choc infectieux. Il y a notamment des travaux assez intéressants sur des diaphragmes bloqués suite à Lyme, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation sur Covid-19, qui en fait déclenchent des syndromes d'hyperventilation qui créent tout un tas de soucis. C'est des symptômes d'hyperventilation et c'est pas finalement lié à l'infection en soi. Et certaines personnes travaillent en ce moment pour voir si les Covid longs, notamment, ce serait pas lié au même type de phénomène. Donc en fait, une infection peut venir perturber le diaphragme et sa mobilité et créer tout un tas de problèmes qui vont rapidement devenir des problèmes d'ordre plutôt métabolique et qui vont en fait donner tout un tableau de symptômes assez bizarres, mais globalement liés à un métabolisme qui marche mal, donc de la fatigue, un manque d'énergie, un fort taux de cortisol, enfin tout un tas de soucis qui parfois ne sont pas bien compris et qui finalement peuvent être liés à ça. Mais dans tous les autres cas, et c'est plutôt à ça qu'on va s'intéresser dans le cadre de cette présentation, le diaphragme, en fait, il n'est pas bloqué, il est généralement juste soit peu mobile et ou pas assez puissant. D'accord ? Donc, en fait, c'est plutôt un problème de mécanique qu'un problème neuro, plutôt dans le cas, donc comme je disais, de pathologies qui sont plus graves, plus importantes, etc. Hop. Donc, voyons les causes et les conséquences d'un diaphragme peu mobile. Alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé assez amusant, c'est le penseur de Rodin. Le penseur de Rodin, il a pile la position qui va faire que rien ne marche au niveau diaphragmatique. Pourquoi ? Parce que le penseur de Rodin, il a une tête vers l'avant, il a une syphose dorsale, il est assis et il est complètement, il est plié en fait sur son abdomen. Donc on va prendre les problématiques une par une. La position tête en avant, on sait que c'est quelque chose qui diminue l'expansion thoracique et donc l'activité des muscles respirateurs dans leur ensemble. Il a été démontré également que cette position-là pouvait bloquer le nerf phrénique, ce qui diminue l'activité, son activité neurale et donc conduit à un affaiblissement sur le long terme du diaphragme. Donc simplement la position en avant, elle va donner en fait cette sensation de diaphragme peu mobile. La syphose dorsale ensuite, donc ça c'est aussi quelque chose qui a été démontré, c'est plus vous rapprochez les côtes du pelvis, et c'est ce qui se passe en syphose dorsale, plus vous diminuez la capacité pulmonaire, vous diminuez le flux inspiratoire et vous diminuez la capacité vitale forcée. Donc vous savez, c'est ce test qu'on fait où on essaie d'évaluer en soufflant le plus fort possible le maximum de volume pulmonaire. Et en fait, ça,
cette problématique-là, elle va très rapidement conduire à des soucis métaboliques. Donc, on a un côté très mécanique avec la tête en avant, un côté qui va entraîner des problèmes métaboliques avec la syphose dorsale. Si on continue, on va aussi avoir une position comme ça qui va perturber la fonction œsophagienne. Donc, ça va être sujet, les gens vont être sujets à, par exemple, du reflux. Ça va perturber la digestion parce qu'en fait, le diaphragme étant moins mobile et de toute façon, la position assise mettant la personne comprimée, bah, la digestion va moins se faire. Ça va perturber le retour veineux et le retour lymphatique. Cette position-là va aussi avoir une problématique importante, c'est que si vous êtes coupé en deux comme ça, vous allez respirer plutôt avec la partie apicale des poumons, donc avec un tout petit volume. Et le volume étant petit, mais votre besoin en oxygène ne changeant pas, il va y avoir une tendance à augmenter la fréquence respiratoire. D'accord ? Et d'ailleurs, plutôt avec les muscles accessoires. Or, ça aussi, c'est quelque chose qui est connu. Une fréquence respiratoire qui augmente, c'est une HRV qui diminue. Et une HRV qui diminue, c'est quoi ? C'est un indicateur d'un système sympathique qui est dominant. Donc, en fait, ça veut dire que vous êtes en stress. Donc, simplement cette position-là, en augmentant la fréquence respiratoire, va mettre la personne en situation de stress avec toutes les problématiques qu'on peut voir. Donc ça va évidemment participer à entraîner des troubles métaboliques liés à l'hyperventilation aussi. Et enfin, la dernière problématique, c'est que ce diaphragme qui n'est pas assez mobile et ce caisson respiratoire qui finalement est rapidement plus en place du tout, va créer une instabilité de la région lombaire et faire, entre autres, des lombalgies. Donc ça, si ça vous intéresse, j'ai participé à une thèse donc de médecine de 2017 qui doit être disponible sur le site de l'Université de Toulouse sur respiration et lombalgie chronique. Donc ça, c'est tout ce qu'on sait, hein, tout ce qui est globalement connu sur le diaphragme, en tout cas dans la littérature, mais un petit peu, on va dire, sous-estimé par le grand public. Et maintenant, on va regarder une des spécificités de ce que nous, on fait dans la méthode Reboot, c'est le travail émotionnel et notamment la tristesse. Donc, la figure que vous avez, c'est tiré du papier de Numenman, donc dans PNAS en 2014, où ils font une cartographie des sensations des gens. Donc, dans ce papier-là, c'est en tout cas les sensations des gens en fonction des différentes émotions. Et la tristesse, la particularité, c'est que tout est au niveau thoracique et gorge. La tristesse, globalement, c'est une émotion qui indique au corps, ou en tout cas le corps qui indique au cerveau, pardon, qu'il est temps d'arrêter de lutter, d'abandonner quelque chose, contrairement à la colère ou à la peur, où on est sur le fuite ou combat, ou on bascule sur la colère. Donc, la tristesse, c'est un signal de fin de lutte. La position de la tristesse, c'est justement beaucoup avec cette syphose dorsale et tête en avant, avec des gens qui sont assez refermés. Donc, on se retrouve avec un diaphragme qui va être peu mobile, et la problématique du cortisol qu'on a vu en avant, et de l'énergie qui est diminuée. Ça, en fait, d'un point de vue purement physiologique, c'est intéressant, puisque quand le corps décide qu'il y a un moment où l'action doit s'arrêter, il va en fait couper l'énergie disponible via la tristesse. Et en fait, cette configuration corporelle participe à ça. Pour ceux qui connaissent quand même, c'est d'un point de vue somatique, c'est assez intéressant parce que ça se rapproche beaucoup aussi du métaboréflexe qui va globalement chercher à faire la même chose, empêcher le diaphragme de pomper pour diminuer l'énergie, pour arrêter l'effort parce que le corps est trop fatigué. Donc la tristesse, c'est vraiment quelque chose qui tourne autour de ça. Or, quand vous êtes de base dans cette position-là, mais quand c'est votre posture normale, d'accord, parce que vous avez un diaphragme qui est peu mobile, qui est bloqué, mais en fait, le cerveau va reconnaître que vous êtes, ou va penser que vous êtes dans cette configuration tristesse. Donc, il va penser que vous êtes triste et ça va faire des personnes qui se définissent comme tristes. Et ce qu'on fait, nous, en fait, dans le travail émotionnel, c'est justement, on va changer cette forme de corps
pour mettre une forme de corps plus ouverte. Alors, on va utiliser le diaphragme, mais on va utiliser d'autres choses aussi. Ceux qui ont fait le stage sur les émotions, vous savez de quoi je parle, du coup. Et en ouvrant le corps, on va sortir de cette configuration-là. Le diaphragme va retrouver aussi de la mobilité, donc il va pouvoir travailler correctement. L'énergie va revenir un petit peu partout et on va pouvoir sortir en fait de cet état. Donc ça, c'est un exemple avec la tristesse, mais il faut savoir que dans le travail qu'on fait, dans ce qu'on appelle la roue des émotions, l'ensemble des émotions traitées peuvent avoir, ont d'ailleurs, un lien quasi direct avec le diaphragme sous une forme ou sur une autre. Hop. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, ce que je vous propose, c'est de faire des exercices pour apprendre à mobiliser donc, ces diaphragmes qui sont un peu mobiles. Je le répète, on n'est pas... on a en fait un diaphragme bloqué, globalement, c'est quelque chose qui est de l'ordre du médical et c'est surtout quelque chose que vous allez voir en second plan d'une pathologie beaucoup plus lourde que ça. Donc, l'objectif, en fait, de mobiliser le diaphragme, c'est pas de le débloquer, parce que, en fait, c'est pas le sujet, c'est juste de lui donner plus de mobilité ou plus de puissance par rapport à ce qu'il a. Ce travail, donc on va voir quelques exercices, on va pratiquer quelques exercices de base ici, il sera poursuivi plus tard. Et en fait, il va s'adresser, il va avoir, comme effet, en rendant cette mobilité-là, principalement de travailler sur la posture, de travailler sur un ralentissement de la fréquence respiratoire pour augmenter la HRV, donc mieux équilibrer le système nerveux autonome. C'est d'ailleurs l'objet d'une étude qu'on lance là cette année normalement avec l'école de kiné de Toulouse. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple et qui permet, a priori, d'avoir un impact assez important sur pas mal d'aspects différents. Donc, ce que je vous propose juste là, c'est de faire une pause peut-être de 5-10 minutes avant de passer à la pratique si vous avez des questions et si Philippe, tu veux rajouter quelque chose. Et si rien de particulier, on enchaîne. J'ai répondu à peu près au fil de la discussion, à peu près, je pense, à peu près toutes les questions. Il y avait des choses plus précises sur les demandes de référence, mais ça, ce sera peut-être en aparté ou sur les références des études scientifiques. Voilà, c'est des choses qu'on pourra vous fournir. Voilà, on ne va pas emboliser du temps pour ça là en direct. Est-ce que les affections pulmonaires telles que les BPCO ou emphysème ont une influence sur le diaphragme? Oui. Oui, il semblerait que, enfin non, c'est pas il semblerait, c'est oui. Mais typiquement, voilà, c'est pour moi, c'est de la pathologie. Donc, c'est pas des choses où on va travailler comme ce qu'on va faire là, puisque là, il va falloir faire beaucoup plus attention et mettre en place des vrais protocoles. Et ça se fait pas avec des gens comme moi, mais plutôt avec des pneumos ou des kinés, quoi. J'ai un mot à rajouter quand tu parlais du brassage viscéral, de la descente diaphragmatique. Donc, ce massage, vous savez qu'il y a eu une étude, enfin plusieurs probablement, en tout cas, il y en a une assez significative qui a été publiée sur les études du yoga avec la respiration inversée, où ils ont montré, donc la respiration inversée, globalement, c'est l'abdomen qui non pas se dilate à l'inspiration, mais se comprime, ce qui fait un effet de compression, puisque le piston diaphragmatique descend au même moment. Il y a un phénomène de compression viscérale transitoire. Et ils ont noté, par rapport aux gens qui respiraient de la même manière, c'est des approches de yoga, je crois essentiellement le pranayama, que ceux qui n'avaient pas la respiration inversée, ils ont dosé les métabolites urinaires de la sérotonine. Et ils ont montré une augmentation très significative. Vous savez que l'intestin, deuxième cerveau, il y a autant de neurones dans l'intestin que dans la moelle épinière. C'est des 400 ou 600 millions, je crois. C'est donc absolument considérable. 95% de la sérotonine, qui est donc le neuromédiateur antidépresseur, est produit par l'intestin. Et seulement 5% au niveau du cerveau. Bon, ils sont dans les bonnes connexions, mais malgré tout, c'est donc un producteur très important de sérotonine. Et ce métabolite a été étudié, donc on a mesuré, on a pu le quantifier
l'efficacité de ce massage viscéral sur la production donc d'un métabolite très important pour la physiologie et la psychologie, les émotions, qui est la sérotonine. Donc, ça, c'est une technique qu'on utilise, mais par contre, il y a quand même un point auquel il faut faire attention avec ça, c'est que, et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas bien saisi encore, il semblerait que cette sérotonine-là ne parvienne pas au cerveau, elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, je sais pas c'est un truc que j'étais en train de creuser il y a 2 semaines, là. Pour le nouveau bouquin que je suis en train de faire, j'ai essayé de comprendre en quoi, parce que clairement quand on fait cet exercice-là, on ressent ces effets très particuliers, mais j'ai pas trouvé encore le chemin neuro qui amène cet effet-là. Tout à fait, mais là ils ont dosé, ils ont pas fait des études de psychologie, enfin avec des échelles d'anxiété, etc. C'est simplement quelque chose de biochimique qui montre, et bien sûr, ça passe pas la barrière parce que sinon on prendrait de la sérotonine de synthèse en comprimé et ça ne fonctionne pas. Donc on va le Prozac, vous savez tous les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, c'est-à-dire empêcher que la sérotonine cérébrale soit trop dégradé comme c'est dans la dépression, dans le syndrome dépressif, ça agit au niveau de la production de la sérotonine, au niveau cérébral et non pas au niveau digestif. Donc oui, bien sûr, ça ne passe pas la barrière, bien sûr, il n'y a pas d'effet direct, malgré tout, c'est un marqueur tout à fait intéressant d'efficacité et probablement, je pense que tout ça passe plus par l'augmentation du tonus vagal, par le brassage mécanique en fait de toutes les afférences du vague. Vous savez que le nerf vague est un nerf à 90% sensitif, c'est-à-dire que ça va du sens de l'intestin vers le cerveau. C'est une afférence donc vis-à-vis du cerveau, et c'est certainement plus relaxant, je dirais, et plus anxiolytique sur le plan du nerf vague que de la sérotonine. Malgré tout, voilà, c'était juste pour donner. Il y a pas mal d'études comme ça qui sont vraiment très intéressantes. Il y a eu plein de nouvelles questions là, du coup. Ouais. Alors, quid de l'altération diaphragmatique de la maladie de Charcot, temporelle et fonctionnelle? Je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même. Peut-être qu'on pourra répondre en aparté. Je ne sais pas, enfin, sauf si tu veux y répondre là. Non, mais typiquement, oui, la maladie de Charcot, ça fait partie de ces maladies qui fait remonter le diaphragme, mais qui, enfin voilà, c'est. Nous, de ce qu'on fait là, il n'y a aucun jeu qu'on peut faire dessus. Donc, pour moi, c'est hors scope. C'est ça. Et parce que c'est une dégénérescence centrale, en fait, c'est la commande respiratoire centrale, motrice aussi, puisque c'est un problème de dégénérescence des motoneurones, y compris de la partie volontaire, donc de la respiration. C'est pour ça que les gens sont sous assistance respiratoire au bout d'un certain temps et que ça pose des vrais problèmes, y compris de déglutition d'ailleurs. Voilà, mais bon, ça, on est dans des pathologies extrêmes, graves et qui sont lésionnelles et pas fonctionnelles comme on le présente ici. Quand on médite, au bout de quelques années, la respiration inversée se met naturellement en place, peut-être une piste de recherche auprès des médecins. Oui, sûrement, mais de façon générale, un des points très importants du travail respiratoire, c'est comme c'est la seule fonction physiologique qui est à la fois une commande qu'on peut commander volontairement, on peut bloquer ou accélérer sa respiration, et ça fonctionne bien sûr automatiquement, chose qu'on ne peut pas faire avec le système cardiovasculaire, la motricité pupillaire, les bronches, etc., qui, elles, sont inaccessibles à la volonté, à vouloir faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que quand on reprogramme, donc c'est le principe de reboot, un reboot, c'est une réinitialisation à partir du corps et qu'on monte les différents étages, la physiologie, le métabolisme, les émotions, etc., on arrive à mettre en place finalement des schémas, qu'ils soient posturaux, qu'ils soient cardiovasculaires, etc., pour les mettre en place et faire en sorte qu'ils fonctionnent de manière automatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé tout le temps de penser, comme tout apprentissage d'ailleurs, mais c'est particulièrement puissant dans la respiration, puisque quand on arrête finalement, quand on a appris au corps à fonctionner de cette manière, le corps va toujours à l'économie finalement de mouvement et de fonction, le plus rapide, le plus direct, le plus efficace.
quand il a appris ça, qu'il a retrouvé ses chemins, c'est vraiment une réinitialisation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, dans la première année de vie, est fait quasiment de manière parfaite et qui va se dégrader au fur et à mesure, plus ou moins vite, au fur et à mesure de la vie de l'adulte, de la position debout. Et ben, cette reprogrammation va fonctionner toute seule. Et sans qu'on ait besoin d'y instaurer une discipline de plus en plus longue, de plus en plus fastidieuse. Et c'est pour ça que c'est aussi puissant, parce que ça marche sur le long terme. Voilà. Donc, voilà, petit aparté, mais qui a quand même son importance, en particulier sur le côté motivationnel de se mettre aux exercices de respiration et pas se dire, comme, je sais pas, la musculation, par exemple, quand vous arrêtez de lever de la fonte, vous avez une fonte musculaire qui s'effectue, enfin, vous retrouvez votre gabarit. La respiration, c'est pas du tout comme ça. On arrive au bout d'un certain temps, à sortir des anciens schémas. Alors, il faut au départ, bien sûr, une discipline. Le mot-clé de la pratique, il est plus que jamais important là-dedans. Mais comme tout apprentissage, que ce soit les langues, la conduite automobile, etc., il y a des automatismes qui se mettent en place et qui font que ça marche, je dirais, de mieux en mieux et que tout ça se met en place durablement. Je vois juste une question là, justement très fonctionnelle. Quel est le lien fait entre la position de tête en avant quand on utilise un téléphone portable et le mouvement du diaphragme? C'est exactement ce que je disais avec la statue de Rodin. C'est tête en avant, ça va faire tout ce qui a été dit juste avant. Donc en fait, les perte de mobilité du diaphragme, une cage thoracique qui va se fermer, etc., etc. Donc on est pile dans cette problématique-là, et ça vaut aussi pour le travail de bureau en général, en fait. C'est ça. Il y avait une question juste après ta présentation sur la statue, sur les ordinateurs, donc les positions assises devant un clavier ou un écran. Pareil. Donc ça bloque tout et ça a d'énormes conséquences et posturales et émotionnelles. Oui. Il y a vraiment beaucoup. Alors le fameux tiens-toi droit avec donc du bon, pas vraiment. Le tiens-toi droit, comme on le dit aux gens, c'est simplement se redresser globalement sur la chaîne postérieure, si je peux me permettre cette approximation, ce qui n'est pas tenable. Le tiens-toi droit vient justement d'une bonne respiration et d'un caisson abdominal qui fonctionne bien et qui érige la posture. C'est ce qui est au centre du travail respiratoire que nous on fait. Le tiens-toi droit en musclant le dos, en fait, c'est quasiment contre-productif. Pour plein de raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc il faut se tenir droit, mais en s'appuyant sur le caisson abdominal, pas en se redressant. Et puis c'est pas tenable sur la durée de toute façon. Une question sur la respiration inversée là, est bonne à pratiquer au quotidien? Oui, tout à fait. Mais enfin, je pourrais presque dire la même chose de la plupart des respirations en fait. Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Des techniques respiratoires, des manières de respirer, il y en a littéralement des centaines. La question, c'est pas tant est-ce qu'une respiration est bonne à pratiquer, c'est qu'est-ce que je veux faire avec cette respiration. Donc en fait, oui, la respiration inversée, elle est bonne à pratiquer au quotidien, mais pour différentes raisons, et il faut être plus précis que ça en fait quand on fait du travail respiratoire. Question sur la différence entre attitude et posture. Oui, là on rentre dans les gens dans les posturologues, alors qu'il n'y en a pas vraiment, vu que c'est un DU, il n'y a pas de diplôme de posturo à proprement parler, mais effectivement l'attitude c'est quelque chose a priori de plus transitoire que la posture, mais bon, c'est de la terminologie c'est la terminologie. Un mot sur aussi les courbures rachidiennes, les lordoses et syphoses physiologiques. Bien sûr, elles sont respectées. Quand on parle de dos droit, c'est pas un dos plat. Les dos plats, les flat back des anglo-saxons sont clairement des pourvoyeurs de lombalgie. Enfin, c'est l'inverse aussi. C'est tout à fait corrélé. Et il faut savoir que la croyance, que je vois très souvent en consultation et dans la croyance dans le collectif, c'est normal que j'ai mal au dos parce que je suis trop cambré. Il faut savoir que biomécaniquement, la cambrure lombaire, lordose lombaire, diminue la pression discale, intradiscale. Donc c'est un facteur tout à fait protecteur. Et quand on reconstruit par des chirurgies
une colonne vertébrale pour quelqu'un qui a mal au dos pour différents problèmes médicaux et biomécaniques, justement, on va chercher à restaurer cette lordose et même aller chercher par notre instrumentation, les vis, les tiges, etc., à aller recréer la lordose idéale du patient, à condition qu'on s'intéresse un peu à la posturo et enfin, pas la posturo, mais la biomécanique du rachis. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, bien sûr, les courbures sont à respecter, tout à fait, mais c'est l'excès de courbure, en particulier en syphose, qui ferme tout. Donc, toujours le concept de ni trop ni trop peu, la voie du juste milieu reste tout à fait valable pour la colonne vertébrale. Juste pour les questions, donc il y a un chat et un truc de questions et réponses seulement. C'est un peu parti dans les deux sens. Et là, c'est vrai qu'on n'est plus sur le chat, mais ouais, moi voilà. Bon, peut-être qu'on peut, parce que le problème, c'est que là, il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens. Ce que je te propose peut-être, c'est de continuer sur les exercices, et puis on verra après du temps dont on dispose pour peut-être répondre encore aux autres questions. ouais, tout à fait. Ça risque de nous amener vraiment très loin. Ouais. Ok. Alors, le premier exercice que je vais vous proposer, c'est un truc très simple. On va le faire en position allongée, mais c'est juste une mise en conscience du mouvement de votre diaphragme. Donc, vous allez simplement poser vos mains au niveau des dernières côtes, ok, et vous expirez à fond et vous laissez simplement l'inspiration se faire quasiment automatiquement. D'accord? Donc j'expire à fond pour créer une forte dépression. Et sur le rebond, les côtes qui s'ouvrent. Ok, simplement ça pour faire une mise en conscience. Ah oui, vidéo en plein écran, c'est mieux. Donc, position allongée, simplement vous inspirez, vous expirez. Et ça, c'est simplement pour sentir où ça bouge quand vous inspirez, pour sentir en fait ce mouvement diaphragmatique qui se met en place. Donc, faites ça un petit peu. Je le montre assis simplement pour que vous puissiez voir la position, mais je vous conseille de le faire allongé, ce sera plus facile. Et n'hésitez pas à bouger avec vos mains tout le long des côtes. Lentement, sur chaque inspiration, vous vous déplacez juste pour le sentir. Donc parfois, c'est intéressant de simplement remettre de la conscience au niveau du diaphragme, sans chercher à faire grand-chose de plus, juste pour voir et être plus familier avec la zone. On peut aller beaucoup plus loin, c'est toujours pareil, on peut aller beaucoup plus loin que ça en essayant de vraiment faire travailler le diaphragme à fond jusqu'à avoir des courbatures pour le sentir en entier. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très très tranquille, juste pour voir comment vous respirez. Et ce que vous allez faire maintenant, cette fois vous allez vous redresser, vous allez vous mettre en position assise, c'est tirer la tête, expirer au maximum. Donc vous allez jusqu'au volume de réserve expiratoire. Vous fermez la bouche et vous laissez simplement l'air rentrer par le nez. Et dès que vous devez faire un effort, vous vous arrêtez. Ça va avoir simplement pour objet de ressentir en fait le premier mouvement inspiratoire qui est donc lié au diaphragme. Donc vous expirez au maximum. Vous fermez la bouche, vous gardez juste le nez ouvert, le nez normal.
et vous laissez rentrer. Et ce que vous devez sentir quand vous faites ça, c'est qu'il y a une forme d'érection de la colonne sur l'inspiration. Vous venez vous redresser en fait. Et justement, sur le tiens-toi droit, c'est de ça dont on parlait. Simplement le fait de venir correctement appuyer avec le diaphragme sur le caisson abdominal, ça va étirer la colonne. Continue un petit peu. Alors, Philippe a disparu. Ah, non. Je suis là, monsieur. Ça marche. Ok. Donc, si vous avez senti le mouvement sur l'inspiration, vous devez à peu près pouvoir localiser votre mouvement diaphragmatique et pouvoir évaluer un petit peu jusqu'où il peut aller. Là, l'objectif de l'exercice suivant, ça va être d'aller chercher un tout petit peu plus loin avec le diaphragme. Donc cette fois, vous allez faire position allongée. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre une serviette au niveau des lombaires si vous êtes inconfortable. Et ensuite, vous allez simplement prendre quelque chose, alors ça peut être un livre, ça peut être un téléphone, peu importe, et vous allez, mais il faut que ce soit un peu lourd, et vous allez le mettre juste sous les côtes. Et là, l'objectif, ça va être, vous expirez au maximum, et sur le rebond, à la fin de l'expiration, vous inspirez en essayant de soulever au maximum le poids et en essayant de ne pas engager la partie thoracique. J'inspire. J'inspire. Et je m'arrête juste avant de devoir passer en thoracique. J'inspire. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est quand je suis en haut, je vais essayer de rester 4 secondes en apnée pleine. Enfin, je vais bloquer mon inspiration en fait. Et je vais soutenir le poids. Et expirer. Je recommence. 1, 2, 3, 4 et j'expire. Une dernière. Sur l'expiration, laissez bien le poids rentrer. Ok. Donc on continue. Maintenant, on va venir prendre un appui, ok, qu'on va mettre au niveau, juste sous les omoplates, au niveau de la pointe des omoplates. Et ce que je vais faire, je vais respirer pour le coup en thoracique. Donc je vais chercher à gonfler au maximum au niveau du thorax. Je vais expirer à fond et gonfler ensuite au niveau abdominal en utilisant le même rebond. Puis je reviens au niveau thoracique. J'expire. Et je reviens. Et je reviens. Donc l'objet
de cet exercice-là, continuez à le faire, c'est vraiment d'avoir une espèce de vague qui se forme pour bien comprendre comment marche l'inspiration, l'expiration et se détend. Donc, vous voyez que quand vous faites ça, c'est vraiment une inspiration en bas, puis thoracique. Et quand j'expire, c'est d'abord le bas et ensuite le thorax, qui est le sens en fait normal de la respiration. Souvent, il arrive en tout cas que les gens se trompent et qu'ils fassent une expiration en partant du haut et en finissant par l'abdomen. C'est complètement contre le mouvement du diaphragme. Donc cet exercice-là, il permet de faire ce travail-là. Ok. Très bien. Donc ça, c'est juste quelques petites techniques à utiliser pour sentir la mobilité du diaphragme. Si vous sentez à ce moment-là que votre diaphragme bouge mal et que tout est au niveau thoracique, ben ça, c'est signe qu'il va falloir en fait lui redonner de la mobilité, principalement en étirant et en mobilisant ce qui le bloque, et ensuite en faisant un travail spécifique sur le diaphragme. Sinon, si vous sentez que votre diaphragme peut bouger à l'effort, mais que ça vous demande quand même de forcer, ben c'est que vous avez certainement là aussi un petit peu trop de tension et qu'il ne va pas forcément falloir s'intéresser au diaphragme, mais plutôt relâcher ce qu'il y a autour. Donc vraiment, c'est des exos qui sont plutôt pas mal pour évaluer la capacité qu'a votre diaphragme à se mobiliser. Donc Philippe, je ne sais pas quelle heure tu avais prévu qu'on s'arrête. On avait dit à peu près 1 heure. Maintenant, on peut pousser un petit peu plus s'il y a des échanges, je dirais, assez suffisamment généralistes, parce que là, il y a quand même 500 personnes. Là, justement, alors, attends, là j'ai une question justement qui est intéressante. J'ai l'impression qu'on confond blocage diaphragmatique et blocage de la cage thoracique. Ben, oui, en fait, quand on est sur du plus fonctionnel, c'est souvent ce qui se passe. C'est soit un blocage de la cage thoracique qui est plus assez mobile et donc du coup le diaphragme doit forcer pour l'ouvrir. Soit ça peut aussi être une tension au niveau abdominal qui est trop élevée et le diaphragme doit aussi lutter pour descendre. Donc c'est pour ça qu'en fait, en situation, on va dire, non pathologique, avant de s'intéresser au diaphragme, on va s'intéresser à la mobilité des zones qui l'entourent. Et justement, si on revient sur cette idée du téléphone, etc., où on est fermé ici, ben c'est bien un manque de mobilité thoracique qui va créer une problématique au niveau du diaphragme. Il y a une question de Catherine qui demandait « Vous expirez par la bouche ?» point d'interrogation. Là, c'est pour la pédagogie et pour que vous m'entendiez expirer. Mais normalement, il faut plutôt faire nez-nez. En général, la respiration se fait que par le nez, sauf à l'effort. Ce sont les termes qui me posent problème. Quel terme? Blocage? Ok, d'autres questions en attendant il y avait une question sur le rebond. Ouais. Donc, si tu peux expliciter ce principe du rebond. Alors, le rebond, c'est un truc qui est hyper important pour avoir une bonne respiration. C'est qu'en fait, il y ait une continuité entre l'inspiration et l'expiration et l'inspiration. S'il n'y a pas cette continuité et qu'on bloque, globalement, on va se stresser en respirant. Pour bien travailler ce rebond, il faut venir au départ, parce qu'après ça se fera sans. Mais pour bien le sentir en tout cas, c'est pas mal d'aller faire ce qu'on a fait là, c'est-à-dire expirer au maximum de ce que vous pouvez et utiliser simplement la pression atmosphérique qui va tirer en fait l'air à l'intérieur des poumons et donc engager directement, sans effort, sans action volontaire, ou même autonome d'ailleurs, le diaphragme. Donc ce rebond, au départ on le travaille comme ça, c'est ce qu'on a fait là. D'accord, ça c'est facile. Mais après, il faut que ça se fasse dans le volume courant.
Et pour que ce rebond puisse se faire, là, pour le coup, il faut que votre diaphragme soit suffisamment mobile et souple pour qu'en fait, à la fin de l'inspiration, naturellement, il y ait une élasticité qui le ramène vers sa position de départ. Ce qui fait qu'en fait, ce qui va se passer dans une respiration, dans une ventilation qui va être physiologique, c'est que vous allez inspirer, expirer. Et en fait, il va y avoir une pause expiratoire physiologique qui va permettre au diaphragme d'utiliser cette élasticité pour repartir en avant, enfin en arrière, en se relâchant pour finir l'expiration. Et après, à la fin de l'expiration, il va être aspiré, enfin, avec l'air qui va rentrer, il va être réaspiré pour se contracter et repartir vers le bas. Donc en fait, en faisant cette inspire, expire, pause, vous allez naturellement, au bout d'un moment, mettre en place ce rebond. Comment expliquez-vous que le genre féminin est plutôt à tendance thoracique? Alors ouais, ça c'est un truc qui a été publié. J'avoue que je suis pas allé voir plus que ça les raisons. Et je sais même plus là où je l'ai lu s'ils avançaient des raisons ou si c'était juste une constatation. Il y a d'autres questions? Lors de l'exercice avec le poids, mon corps tremble en apnée pleine. Est-ce qu'il y a une signification? Si tu pousses vraiment fort, tu fais un effort musculaire. Donc en fait, si ton muscle il est au maximum de sa capacité de charge, il va se mettre à trembler. Oui, peut-être le soutien-gorge, j'en sais rien. Possible. Est-ce que tu pourrais dire un mot sur la cohérence cardiaque? Oui. Quoi? Enfin, à propos de quoi? Non, sur la technique, justement, le rebond, et puis quelques réflexions autour de ça. Déjà, la cohérence cardiaque, si vous ne faites pas le rebond, justement, donc s'il n'y a pas cette passivité sur les transitions de phase, inspire, expire, expire, inspire, et que vous faites des arrêts brusques, vous avez des chances en fait de venir exciter votre système nerveux pour différentes raisons qui ne sont pas nécessairement les mêmes à l'inspire et à l'expire, mais bref. Donc, pour bien faire la cohérence cardiaque, il est important de maîtriser cette rebond et cette espèce d'élasticité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La cohérence cardiaque, c'est un exercice qui est intéressant, mais il y a deux problèmes majeurs pour moi. C'est qu'en fait, c'est un exercice qui demande beaucoup d'engagement, puisque c'est quand même 3 fois par jour, 5 minutes. Alors vous allez me dire, oui, un quart d'heure par jour, c'est rien. Oui, mais le faire tous les jours de l'année et toute la vie, enfin, je connais personne, honnêtement, qui s'y tienne. Et le problème de la cohérence cardiaque, c'est que les effets durent quelques heures de mémoire. Je crois que c'était quoi, 12 heures, un truc comme ça, ou 8 heures, je sais plus. Et que du coup, faut vraiment l'entretenir. Donc c'est une pratique qui est intéressante, mais très demandante. Le deuxième point qui est important avec la cohérence cardiaque, c'est que ça amène à un état d'équilibre. Donc en fait, normalement, c'est pas censé être spécialement un état de détente. Un état d'équilibre, c'est pas un état de détente. Un état de détente, ça va être un état où le parasympathique est plus a une dominance sur le sympathique. Donc la cohérence cardiaque, moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup, justement pour la recherche d'un état neutre et pour faire expérimenter aux gens ce que c'est un état neutre d'un point de vue nerveux. Ça te va ou tu veux rajouter quelque chose, Philippe? Non, c'était bien parce qu'on entend souvent parler de justement respiration. Ah oui, je fais de la cohérence cardiaque, donc il y a quand même quelques principes techniques que tu as énoncés, un peu même dans le mec de mettre ça dans le contexte. Hein, c'est plus l'harmonisation ortho-para plutôt que quelque chose qui est spécifiquement une technique de gestion du stress. Même si sur quelqu'un de stressé, le seul fait de mettre, ça avait été bien montré, le seul fait de mettre de l'attention sur sa respiration déjà diminue à la fois la fréquence
et améliore globalement les émotions. Enfin, ça aplanit, ça harmonise l'ortho et le para. Mais c'est pas vraiment directement quelque chose qui va gérer le stress, quoi. Il faut après d'autres patterns respiratoires et d'autres techniques pour aller plus loin. Donc, c'est une super technique, mais elle est trop mise en avant comme la technique suprême, finalement, de respiration, et il faut simplement la remettre, on va dire, à sa place. Elle est intéressante, mais dans un certain contexte, et à condition aussi d'avoir ces détails techniques, détails qui n'en sont pas d'ailleurs, du rebond, et d'éviter de sortir de l'état de cohérence qui est assez particulier. Voilà. Là, il y a une question assez intéressante de Raphaël. Certaines situations montrent l'utilisation de la respiration consciente peut aggraver les symptômes anxieux. Avez-vous des pistes de réflexion? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui, sur certaines formes d'anxiété, vous allez avoir justement le diaphragme qui va avoir du mal à se projeter dans l'abdomen parce que justement toutes les viscères sont complètement sont verrouillées à cause à cause du stress. Et en fait, effectivement, des gens qui font des crises d'angoisse ou des crises d'anxiété et qui essaient d'aller chercher d'un coup, alors qu'ils ne le font jamais, une respiration abdominale, ça peut les stresser encore plus parce qu'en fait, ils vont avoir l'impression de ne pas pouvoir respirer dans la mesure où ils ne vont pas réussir à projeter leur diaphragme dans l'abdomen. Et du coup, c'est quelque chose qui peut effectivement aggraver la situation. Donc, mes pistes de réflexion, c'est quelque chose qu'on prend vraiment en compte. C'est la respiration profonde ou la respiration abdominale. C'est quasiment déjà une technique respiratoire qu'il faut faire quand le corps est relativement mobile. Si vous le faites, si vous vous entraînez jamais et que vous avez une crise d'angoisse et que vous faites ça, ben, il y a toutes les raisons effectivement que ça empire la panique. Pourquoi sur la bannière à droite du site de l'art de la respiration de Yvan, donc si vous voulez cliquer et vous inscrire à sa newsletter, etc. Ça, vous avez beaucoup d'articles, des vidéos, enfin il y a énormément de ressources qui expliquent tout ça. C'est vrai qu'on ne pourra pas traiter toutes les questions parce que c'est vraiment c'est un sujet très riche. On a un temps limité, on pourrait y rester des heures et des heures. Il va falloir faire un peu le tri, mais voilà, vous avez donc des ressources tout à fait intéressantes sur son site. Ouais, tout à fait, parce que là je vois les questions, effectivement, il y a beaucoup de questions. Et pourquoi expirer par le nez est plus bénéfique? Ben, ça, typiquement, c'est quelque chose qui est traité sur mon site, donc j'invite à aller voir. Extrasystole aussi, un lien entre extrasystole et diaphragme. Donc ça, c'est une étude qu'on devrait lancer, mais qu'on n'a pas encore lancée. Mais effectivement, c'est quelque chose qui, on va dire, nous interroge. Parce que de façon empirique, il semblerait qu'il puisse y avoir un lien. Que pensez-vous du breathwork? Pareil, en fait, pas grand-chose. C'est une technique qui... En fait, le breathwork, c'est une technique d'hyperventilation. Et moi, ma position sur les hyperventilations, c'est que j'ai pas spécialement confiance en ce que fait mon corps et mon cerveau quand mon cerveau pense qu'il est en train de mourir. Donc, j'en pense pas grand-chose. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise pour cette raison-là. Mais après, il y a plein de gens qui en font des retours intéressants. Donc, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a vraiment plein de questions. Donc, je sais pas ce qu'on fait. Je pense qu'on va peut-être en rester là, vu ça fait 1h, presque 1h10 qu'on est ensemble. L'idée, donc, c'est plusieurs choses. Donc, vous avez le site de Yvan pour aller plus loin, vous inscrire à éventuellement alors ces cours qui seront là comme c'est cyclé. Ça sera peut-être un peu difficile de rentrer pour des gens qui n'ont pas vraiment la respiration naturelle en place maintenant, là où tu es à un niveau avancé. Mais donc c'est tout à fait possible. Sinon, vous pouvez vous inscrire à mes cours qui sont donc plus, j'allais dire, niveau débutant et niveau d'initiation, on va assez loin aussi quand même, malgré tout, plus tout terrain, on va dire, que vous pouvez suivre en présentiel si vous êtes à Paris.
et en visio également, si vous êtes éventuellement à l'étranger. Enfin, voilà, vous pouvez cliquer sur le lien à droite. C'est un abonnement sous forme d'abonnement mensuel à 9 € par mois, résiliable quand vous voulez. Voilà, ça c'est pour l'aspect financier. L'idée, c'est de, bien sûr, comme tout apprentissage, c'est de pratiquer régulièrement, et que ce soit les cours de Yvan ou les miens qui devront se synchroniser en fait à partir de la rentrée de septembre là. Vous pouvez à tout moment donc régulièrement pratiquer. Il y aura quasiment un cours tous les soirs et la possibilité à travers une messagerie Telegram de mettre quelques challenges, on va dire, avec des conseils vraiment très très orientés vers la pratique. Parce que la pratique, c'est la clé, comme dans tout apprentissage. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Au-delà de la théorie, c'est important d'avoir une vision aussi quand même de comment ça fonctionne, mais il faut passer par l'étape d'action. Et voilà, ne croyez pas que vous avez fait quelque chose alors qu'en fait, vous avez fait qu'y réfléchir. Ça, c'est vraiment très important pour avoir du bénéfice. Ouais. Sinon, ça reste purement mental et ça ne marche pas. C'est une technique intéressante mentalement, mais le corps s'en fout complètement. Et on ne change absolument rien du tout. Alors que vraiment, les changements sont extrêmement puissants, y compris à tous les niveaux. On départ le reboot, la réinitialisation, elle est corporelle au départ, par ses mémoires émotionnelles. Tu as cité l'article de Numenma, le Finlandais, en 2014, mais il y a de plus en plus et ça, c'est l'expérience des kinés. Je sais qu'il y en a beaucoup, les kinés ostéos, qui savent qu'il y a des fois des émotions que littéralement on va presser comme une éponge au niveau du corps. Il y a des émotions qui sont engrammées dans le corps et on arrive comme ça à remettre en circulation et remettre de la conscience au niveau corporel, par exemple, là où il n'y en a pas ou pas assez. Et ça, c'est par la fonction respiratoire aussi. Donc la correction de tension corporelle. D'abord un travail sur la ventilation, et tu nous as montré beaucoup sur le diaphragme, c'est un muscle ventilatoire, donc on est sur la mécanique du corps, et après des choses beaucoup plus intégrées au niveau métabolique. Là on est vraiment dans la respiration jusqu'au niveau cellulaire, par exemple, dans les applications pour le sport, la santé bien évidemment, le système cardiovasculaire, la tension artérielle, et puis la santé mentale. On arrive à l'étage émotionnel. Pour aller vraiment, c'est pour ça par exemple des techniques qui beaucoup basées sur le yoga sont aussi ont autant de succès. C'est parce que justement ça intègre ça, y compris le niveau pour certains pratiquants, le niveau spirituel. Mais c'est important de reconstruire tout ça, mais pas n'importe comment. On ne fait pas n'importe comment et avec n'importe quel exercice. Donc c'est vraiment cet accompagnement aussi qu'on vous propose, que propose Reboot, vraiment au quotidien et de le faire vraiment de façon régulière pour que ça puisse fonctionner. Voilà, écoutez, je pense que... Alors, dire aussi que c'est je crois que le 15 juin, on fait un cours, une masterclass en ligne également, alors, qui sera plus long, qui sera payante également. Comme précision, tu veux dire peut-être quelques mots à ce sujet ? En fait, on va pour le coup vraiment s'intéresser à mobiliser toutes les parties du corps qui vont avoir une influence sur le mouvement du diaphragme. Donc ça va vraiment être la thématique de ces 2 heures de pratique quasiment. Voilà, donc écoutez, on est dispo, on vous enverra le replay, on vous enverra, je pense, si tu es d'accord, la présentation, le PowerPoint, en PDF, éventuellement. Il y avait des demandes en tout cas. Et vous trouverez de toute façon tout un tas de tutos, d'articles qui sont très détaillés par Yvan sur son blog. Et n'hésitez pas, puis vous inscrire au cours. Et c'est ce qu'on revoit moi, avec les cours mensuels du dimanche matin, qui sont suivables soit à Hermont, donc dans 95, soit bien sûr il y a un lien Zoom, et vous pouvez tout à fait pratiquer à distance. Voilà. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Il y a mon mail. Tu as mis mon mail quelque part à yvan@larespiration.fr. Voilà. Et en cliquant sur ton site, il y a moyen d'avoir tous les contacts possibles.
Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, merci à tous en tout cas pour votre présence Merci. assidue, nombreuse. J'espère que ça a répondu à vos questions, probablement pas à tout le monde, mais justement, bah, c'est l'intérêt peut-être de vous inscrire, de continuer à nous suivre et à suivre tout le travail pédagogique que fait Yvan. Ouais. Et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à la newsletter parce que c'est pareil, c'est une newsletter hyper pratique où je vous donne un exercice à faire par semaine. Donc vraiment, c'est voilà, c'est pour pratiquer, c'est gratuit et c'est assez riche. Ouais, je confirme. Ok. Merci beaucoup, merci à tous, merci Yvan. Merci à toi Philippe et à bientôt. Salut. Salut.